Voilà, donc on recommence. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas encore entrées, mais ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Alors, j'étais en train de dire ceci, que je vous ai d'abord présenté les... je vous ai présenté l'explication, l'interprétation des résultats que nous avons là, et puis les tests que nous venons de faire pour un seul facteur. Et je disais tout à l'heure que ces tests montrent que on ne peut pas. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, moi je peux parler. Oui, vas-y. Bon, professeur, excusez-moi, vous êtes un peu avancé. Je reviens juste sur mon problème initial qui était lié à l'importation. Ah, maintenant, là, on peut vous écouter, là, oui. Oui. C'est Nicolas. Oui, Oui, allez-y, je reviens Nicolas. à mon problème. Allô? Je peux continuer? Allez-y, continuez. Oui, là c'est refuscation. Ah, ok, allez-y. Oui, je reviens sur mon problème lié à l'importation des données Oui, à partir d'Excel. oui, J'ai appliqué correctement votre démarche, mais là, je m'exerçais avec Microfine. oui. J'ai ouvert le fichier Excel, j'ai mis la commande, j'ai copié la plage de données, Mhm, puis j'ai tenté de valider la commande à partir de R. mhm, Au départ, je commettais l'erreur, j'avais oublié la parenthèse, ça me donnait plus. mhm. J'ai rectifié, mais là, ça ne me donne pratiquement aucun résultat. Non, non, mais est-ce que après avoir cliqué, si ça ne te donne aucun résultat, mais appelle ta base de données, écris microfilm, confirme et vois ce qui va arriver. C'est ça le Bon, problème. C'est-à-dire quand tu as mis la commande, tu as nommé les jeux de données. C'est que ce que tu as pris dans Excel, tu as consacré ça, ou bien tu donnes ça tu demandes à R de prendre ces données-là. Mais il faut vérifier que ces données-là ont été prises en charge par R. C'est-à-dire que tu dois écrire, appeler ces données-là. Tu écris microfilm, tu confirmes, tu verras que les données vont s'afficher. Oh, Oui. ok. D'accord, je vais essayer en aparté. Bon, en Merci. fait, c'est comme ça que ça fonctionne. OK, est-ce qu'on peut avancer? Je ne sais pas si les autres sont là. Oui, je vois. Est-ce que je vois Nicolas, je vois Jimmy, mais Jimmy a mué son... En fait, je vois presque qu'il y a j'ai encore d'autres personnes qui sont là. Bon, et si... OK, Jimmy est là et je viens de faire entrer 4QMRI1. C'est comme un mot les mots de passe de la réunion, là. Bon, OK, voilà. Nous allons continuer. À moins qu'il y ait une question. Je crois que refuse ce que tu dois faire, tu dois appeler ces données-là, ça va venir. OK. Ok. Alors, maintenant, je veux on vient de tester ici qu'un facteur, un seul facteur n'est pas suffisant pour décrire les données. Alors, on peut maintenant essayer avec deux facteurs. Non, parce que c'est une procédure itérative ou séquentielle. Donc, on peut encore faire ça pour deux. Alors, remarquez ici que vous devez changer dans la commande, vous devez changer les nombres de facteurs à deux. Le nombre de facteurs à deux pour tester pour des facteurs. Alors, quand vous exécutez la commande, on peut voir les résultats encore une fois de plus. Maintenant, je vais appeler ça fact 2. Voilà les résultats qui sont là. Alors, mais remarquez ce qui arrive. Premièrement, au niveau de variance spécifique. On remarque bien que les variances spécifiques diminuent lorsqu'on a testé pour un facteur et lorsqu'on teste pour deux facteurs. Et en plus, les loadings ou les charges factorielles sont données pour les deux facteurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est une information supplémentaire, c'est celle-ci. C'est que maintenant, nous avons les proportions des variances expliquées par les différents facteurs. Par exemple, regardez ici, ça nous montre que les premiers facteurs expliquent 0,446
comme la proportion, en fait, la proportion expliquée, c'est 0,446 ou autrement 44,6% de la variation ou de la variance, de la variation de la variance ou de la variation des données. Et le deuxième facteur explique 37,4. Et vous voyez, tous les deux facteurs, parce qu'on fait les cumuls maintenant, expliquent 82% des données. Mais ce qui nous intéresse, c'est en bas ici. On veut savoir si les deux facteurs sont suffisants pour décrire les données. Et quand nous regardons la valeur de qui carré, c'est 45,24 avec 13 degrés de liberté et une valeur P de 0,000, ce qui veut dire qu'on va encore une fois de plus rejeter l'hypothèse que deux facteurs sont suffisants. Donc, c'est dans la première étape. Donc, comme c'est une procédure itérative, nous passons au test pour trois facteurs. Alors, dans ma commande, ici, je vais tout simplement changer. On va ici mettre 3 facteurs. Et pour nommer différemment les résultats, je vais mettre là fact 3. J'exécute ma commande, j'ai mon estimation et je demande qu'on me donne encore, bien là, qu'on me donne, je demande les résultats au fact 3. Qu'est-ce que j'ai ici? Regardez ce qui arrive. Nous avons, parce que nous regardons, d'abord ce qui arrive, c'est que les variances spécifiques diminuent encore davantage. Et ça, c'est un bon signe lorsqu'on fait cette analyse. Bon, bien sûr, pour certaines variables comme M0 et W50, peut-être M50, mais c'est encore assez un peu élevé pour les autres variables. Donc, ce qu'on cherche, c'est avoir que les variances spécifiques soient les plus minimales possibles. Alors, qu'est-ce que cette information nous donne? Ces résultats nous donnent comme information. C'est d'abord, premièrement, que les 3 facteurs maintenant expliquent 88,7% des informations contenues dans les données. Et la valeur de qui carré est de 6,73 avec 7 degrés de liberté. Et là, la valeur P est égale à 0,458, ce qui signifie tout simplement que on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Il y a quelqu'un qui se plaint qu'il y a des enfants qui dérangent quelque part, il faut. Ou bien je vais tout simplement muter everybody, ok? Ça va nous faciliter la tâche. Hein? Oui, c'est mieux pour vous. Oui, je vais mute everybody. Le CP est venu nous déranger. Donc, mute tout ça. Donc, si vous voulez parler, vous levez la main. OK, vous allez tout simplement lever la main. Ah, je vous ai déjà expliqué comment le faire. OK, donc, nous comprenons ici que les modèles à 3 facteurs, donc 3 facteurs sont suffisants pour expliquer les informations contenues dans ces données. Et par conséquent, nous pouvons retenir un modèle à 3 facteurs. Mais on peut toujours se poser la question, si un modèle à 4 facteurs peut marcher, donc à ce cas, comme ça ne coûte rien de changer notre fonction, notre truc ici, notre commande plutôt, je peux essayer pour mettre ici 4. Je teste pour 4 facteurs et je vais donner cet objet le nom de fact 4. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on me dit là? Optimisation impossible. Donc, ça vous montre déjà, on ne peut pas aller au-delà. Optimisation impossible à partir de la valeur initiale. Donc, la méthode du maximum de vraisemblance n'arrive pas à fonctionner. Mais cela n'empêche qu'on puisse nous certifier les nombres des facteurs dont nous avons besoin ici. Une des manières de faire, rappelez-vous dans la vidéo des cours, j'avais expliqué qu'une façon de déterminer le nombre de facteurs, c'était de faire l'analyse des composantes principales. On va faire l'analyse des composantes principales pour déterminer les nombres de composantes et voir si cela ça peut déjà nous donner une idée. Et on peut également juger notre propre jugement. On peut utiliser notre propre jugement pour déterminer le nombre de facteurs. Alors, pour ça, on va essayer de faire l'analyse factorielle, mais c'est juste pour, on ne va pas aller plus loin. Alors, vous savez que pour faire l'analyse factorielle, vous avez besoin
d'un package qu'on appelle factor minor, c'est-à-dire qu'on a utilisé. Il y en a beaucoup, mais on utilise factor minor. Alors là, je vais charger les packages factor minor et essayer de faire l'analyse factorielle sur l'analyse des composantes principales sur ces données que nous avons ici et voir combien de composantes on peut retenir. Alors là, je vais prendre, je vais faire plutôt l'analyse des composantes principales et la commande, je la mets ici. Voilà, j'ai la commande que j'ai faite. Donc, j'utilise la fonction PCA du package factor minor. Alors, ce qui m'intéresse, parce que je n'ai pas besoin de tous les résultats, c'est parce que je ne suis pas en train de faire l'analyse des composantes principales. Mais j'ai simplement besoin de vérifier le nombre de composantes principales que cette analyse peut me donner. Alors, j'ai besoin seulement j'ai besoin en fait des valeurs propres. Donc, si je prends SV, OK, là j'ai appelé PCA, et ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs propres, AIC. Et je vais regarder quelles sont les valeurs propres qui sont là. Alors, si nous regardons très bien, ici nous avons les différentes composantes 1 à 8, et ensuite nous avons les valeurs propres. Vous savez que les valeurs propres dans l'analyse des composantes principales sont classées en ordre décroissant. Et la première variable, la première valeur propre correspond à la première composante et elle explique plus, une proportion plus élevée de la variance. Alors, mais dans cette analyse, il y a aussi, on va utiliser aussi les critères de Kaiser que j'avais expliqué la fois passée, qui consistent à retenir simplement les composantes dont les valeurs propres sont supérieures à 1. Et si nous suivons en fait ces critères, on va retenir ici deux composantes seulement. Alors maintenant, la question est de savoir, doit-on faire l'analyse factorielle avec 2 composantes ou avec 3 composantes? Et c'est là où notre jugement doit intervenir. Pourquoi? Parce que les tests que nous avons faits, les tests U, nous montrent que 2 facteurs ne peuvent pas expliquer les données, décrire les données convenablement et de manière suffisante. Alors, c'est pourquoi il est tout à fait normal que nous puissions continuer à faire l'analyse avec 3 facteurs. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main ou demander la parole, je vais vous l'accorder. Alors là, nous avons en fait, nous retenons qu'on doit appliquer un modèle avec 3 facteurs. Cependant, étant donné que l'analyse factorielle exploratoire ne conduit pas à un résultat unique, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle la rotation. Parce que la rotation permet de bien décrire de manière assez simple, de décrire les données sans altérer la solution, sans altérer l'interprétation. Donc, et juste pour un rappel, il y a une matrice G qu'on pouvait introduire pour régler les problèmes de la multiplicité des solutions. Mais cependant, on a aussi parlé d'une matrice M dans les notes, qui est une matrice orthogonale, c'est-à-dire une matrice dont la transposée est égale à l'inverse. Donc, cette matrice-là nous permet de trouver une rotation, c'est-à-dire des solutions uniques pour l'analyse des composantes principales. Alors, pour faire cela, nous allons appliquer la commande suivante. Et là, on va maintenant estimer les modèles pour les résultats que nous voulons retenir dans notre analyse. Alors, la commande, c'est, je vais maintenant faire, comme c'est les 3 facteurs qui sont significatifs, je prends la commande SPV fact3. Alors, je reprends la même chose qu'avant. J'ai les données que je vais utiliser, les nombres de facteurs, la méthode d'estimation. Et maintenant, je prends la rotation, c'est varimax. Alors, cette rotation, c'est une rotation qui est faite de telle sorte que les facteurs latents puissent être non corrélés. Ça, c'est très important parce qu'il y a une autre rotation qui permet
une corrélation entre les facteurs. Donc, nous utilisons Varimax pour obtenir des facteurs latents qui ne sont pas corrélés. Voilà, ça c'est les résultats finaux qu'on va retenir ici. Et je les prends encore, je vais trouver SV pour avoir maintenant les différents résultats. Donc, les résultats qu'on va retenir ici avec la rotation, et retenez bien, ça nous montre toujours que ici, les facteurs sont, qu'est-ce qui se passe maintenant? OK, ah, il y a quelqu'un qui avait un problème de... Ah oui, donc on a muté Everybody de toutes les façons. Donc, voici les résultats que nous avons maintenant. C'est ces résultats que nous pouvons interpréter. Alors, on peut voir ici, d'abord, que les charges, plutôt les facteurs, la variance spécifique de chaque composant, de chaque variable est donnée ici. Donc, la proportion de la variance de chaque variable. Excusez-moi, je vais brancher j'ai un problème avec mon chargeur. Je vais brancher les... Je branche mon ordinateur pour un instant. Puis, je reviens à vous. OK, voilà, je reviens. Donc, je disais que les variances spécifiques pour les différentes variables, c'est ce que nous avons ici. Et la variance spécifique, c'est quoi? C'est la proportion de la variance de chaque variable qui est expliquée par les éléments ou les facteurs qui sont spécifiques à cette variable-là. Donc, qui n'est pas expliqué par les facteurs communs. Mais bien au contraire, la variance ou la communalité, c'est ce qui est expliqué par, c'est la proportion de la variance qui est expliquée de chaque variable qui est expliquée par les facteurs communs. Alors, maintenant nous arrivons aux charges factorielles, qui sont en fait ici considérées comme des coefficients de corrélation entre les variables observées et les facteurs latents. Alors, dans cette partie des outputs, vous remarquerez qu'il y a des endroits où il n'y a pas, il y a un vide. Par exemple, M75 ne se charge pas sur les premiers facteurs. Donc, tout simplement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le logiciel R ne reprend pas les charges factorielles inférieures à 0,1. C'est la raison pour laquelle cela est vide. Mais comment interpréter ces résultats? Il faut d'abord retenir que la première chose à laquelle on doit regarder, c'est que, oui, il y a Ere Mabiala qui a levé la main. Mabiala, tu peux parler? Tu actives ton micro, Mabiala, et tu parles. Et tu poses la question. Oui, merci, professeur. Je voudrais savoir si les variables latentes dont il est question concernent les variables qu'on peut appeler les qualitatives et que les représentations est souvent 0 ou 1, 0 quand il y a présence de la réalité ou de la situation de l'événement, et 1 quand il y a présence et 0 quand il y a absence. Et il s'agit bel et bien de ces variables-là. OK, là, c'est bon. En fait, c'est un cas spécial des variables qualitatives, des variables discrètes, binaires dont vous parlez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci, que l'analyse factorielle peut se faire aussi bien sur les variables continues, comme dans ce cas, que sur les variables discrètes ou les variables dichotomiques auxquelles vous faites allusion. Alors, pour les moments, dans cet exercice, nous faisons une analyse factorielle en fait, basée sur les variables continues. Alors, ce que je ferai, c'est de faire un autre exercice avec les variables discrètes ou qualitatives et je mettrai ça disons, sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait, cette séance, ça c'est seulement pour vous. Il n'y a que vous qui aurez plutôt accès à la vidéo que je vais placer sur YouTube. Alors, ici, nous faisons, en fait, les valeurs qu'on va obtenir, les valeurs latentes, ne sont pas codées en 0 et 1.
D'ailleurs, les modèles, quand on veut formuler les modèles, spécifier les modèles pour les variables binaires, par exemple, les modèles logit et probit, par exemple, il y a toujours une idée des variables latentes. Une variable latente telle qu'une certaine manifestation de la variable, quand la variable latente est supérieure à 0, la valeur qualitative que vous avez observée prend la valeur 1. OK. Cette variable latente prend une valeur négative, alors ça se manifeste par 1, 0. Donc, ça, c'est un autre modèle qu'on peut également considérer. Mais pour l'instant, il faut retenir d'abord que les facteurs en question surviennent, en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo du cours, de manière standardisée, de façon à avoir une moyenne nulle et une variance qui est égale à 1. Quand nous verrons l'analyse factorielle confirmatoire, vous verrez, par exemple, on va estimer les variances même de facteurs et ça sera égal à 1 parce que c'est normalisé. Donc, on peut aussi appliquer l'analyse factorielle sur les variables qualitatives, hein, bien sûr, mais on peut aussi le faire sur les variables continues. La raison pour laquelle je privilégie les variables continues, c'est parce qu'en tant qu'économiste, les variables par défaut que nous utilisons sont généralement continues. Mais je pourrais faire une autre illustration avec les variables discrètes. Donc, je reviens à ça. Comment peut-on interpréter ces résultats? Il faut toujours chercher, pour mieux interpréter, les corrélations les plus élevées entre les variables et les facteurs. Et les charges factorielles ici jouent effectivement les rôles de coefficients de corrélation entre les variables et les facteurs. Alors, quand nous regardons la première colonne ici, dans les corrélations entre les variables et les premiers facteurs, qu'est-ce qu'on remarque? Les corrélations, les valeurs sont plus élevées pour M0 et W0. Je pense que vous pouvez voir ça. Alors, comment peut-on interpréter? L'interprétation doit être basée sur les corrélations entre les variables et les facteurs. Alors, ici, les facteurs 1 peut être interprété comme la force vitale à la naissance. Pourquoi? Parce que nous remarquons que ce facteur est plus corrélé avec l'espérance de vie des hommes à la naissance et l'espérance de vie des femmes à la naissance. Donc, on peut donner l'interprétation à ces facteurs-là comme étant la force vitale à la naissance. Remarquez très bien, on ne peut pas observer, mesurer la force vitale des individus à la naissance. Mais cette variable latente, qui n'est pas observée, nous permet d'approximer la force vitale à la naissance. Et le deuxième facteur, si vous regardez bien, vous remarquerez que les valeurs sont plus élevées pour les femmes à 50 ans, c'est 0,729, et aussi les femmes à 75 ans. L'espérance de vie à 75 ans, donc 0,8667. Bon, pour les hommes, c'est élevé, mais c'est en dessous pratiquement de 0,55. Alors, on peut interpréter le deuxième facteur comme étant la force vitale des femmes à l'âge avancé. Pourquoi? Parce que les corrélations sont plus élevées pour l'espérance de vie des femmes à 50 ans et à 75 ans. C'est ça l'interprétation qu'on peut donner. Et on regarde maintenant au facteur numéro 3. Le facteur numéro 3 a plus de corrélations avec M50 et M75, qui signifie tout simplement que à l'âge plus avancé des hommes, hein, l'espérance de vie pour les hommes d'âge plus avancé est plus corrélée avec les troisièmes facteurs. Donc, on peut interpréter ces facteurs-là comme la force vitale des hommes à l'âge avancé. Donc, et retenez très bien, vous pouvez obtenir les facteurs, les scores factoriels et les utiliser dans un autre modèle, dans une autre analyse que vous voudrez bien
le faire. Alors, et là, les résultats, bien sûr, ce n'est pas aussi trop les résultats que nous avons là, ce n'est pas trop volumineux, mais il y a toujours moyen de soutirer, d'extraire une partie de ces résultats si vous voulez bien. Vous pouvez par exemple prendre la commande ESP fact3 loadings. Quand vous demandez les loadings, nous avons un nouveau étudiant là-bas qui vient suivre le cours des statistiques multivariées. Donc, nous pouvons extraire uniquement les charges factorielles avec cette commande. Voilà, ça me donne les charges factorielles et ça a mis de côté les variables, disons, les variances spécifiques. Donc, ce sont les mêmes résultats que nous avions tout à l'heure, mais on peut les avoir à côté. Mais nous pouvons aussi avoir les scores factoriels. Parce que si vous voulez faire une analyse, utiliser l'analyse factorielle ou les résultats de l'analyse factorielle dans une autre étude, vous pouvez utiliser les scores factoriels. Et je vais juste vous informer que dans l'analyse, par exemple, des modèles vectoriels autorégressifs, il y a une version du modèle qu'on appelle FAVAR, c'est-à-dire Factor Augmented VAR. On augmente au modèle VAR, on augmente le modèle VAR avec les facteurs. Alors, ce sont les scores factoriels, une variable qu'on va créer, en fait, à partir des scores factoriels et qu'on intègre au modèle VAR et ça devient un modèle FAVAR. Donc, pour avoir les scores, retenez une chose, c'est comme pour l'analyse des composantes principales. Quand vous avez créé l'objet qui maintient vos résultats, vous pouvez extraire ces résultats-là petit à petit. Donc, dans cet objet-là, il y a loadings. Loadings, ce sont les facteurs, ce sont les charges factorielles, mais il y a aussi les scores et d'autres éléments. Donc, ici, si nous voulons avoir les scores, nous n'avons qu'à demander à R de nous donner. Donc, nous avons différents scores. Les scores factoriels, ici, c'est lié aux individus. Ce n'est plus lié aux variables, c'est lié aux individus. Donc, vous remarquez ce que nous avons ici. Ce sont les scores pour les premiers facteurs. Alors, si vous voulez, par exemple, sur base de ces données, capter la force vitale des femmes à l'âge avancé, à ce moment-là, vous allez introduire dans votre modèle de régression, par exemple, les facteurs 2. Parce que le facteur 2 a été interprété comme la force vitale des femmes à l'âge avancé. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire l'analyse factorielle exploratoire. Oui, Nicolas. Alors, en tout cas, on ne t'entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec… peut-être il faut débrancher les écouteurs de l'ordinateur, hein, parce que là, ça bloque le micro. Oh non, là, vraiment, c'est difficile d'entendre ce que tu dis là. Bon, en tout cas, on ne t'entend pas. Tu peux peut-être écrire au niveau des conversations, comme ça on va saisir ce que tu veux expliquer, ou la préoccupation que tu as. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Y a-t-il une question? Jimmy, Kasongo, Mabiala, Dolente, question? Jusqu'ici, ça va, Ok. c'est potable. Non, pour l'instant, professeur. Mais non, pour l'instant. Ok, mais où sont vos collègues femmes? Elles sont où? Hein? Elles ne viennent pas au cours. C'est la saison sèche, peut-être. Est-ce qu'il y a une corrélation? Il y a des facteurs non observés liés à la saison sèche? C'est pas possible. Hein?
Je pense pas qu'il y a, je pense pas qu'il y a des facteurs latents dans cette histoire. Hein. Oui, ok, Jimmy. Ok, il y a Jimmy qui est là. Ok, il y a un message ok. Voilà ce que Nicolas dit. Les raisons de la non-reconnaissance des charges factorielles. Non, en fait, c'est tout simplement, il demande quelles sont les raisons de ne pas retenir les charges factorielles inférieures à 0,17. Ce n'est pas, on se dit que ces charges-là ne représentent pas vraiment, c'est pas significatif en fait, hein, en termes, pas en termes probabilistiques. Hein. Je parle qu'une charge de 0,1 est considérée comme n'étant pas assez significative. D'ailleurs, R est même assez clément parce qu'il y a des analyses où on ne retient que les facteurs qui sont supérieurs à 0,3. Et si on les faisait, on va retenir un peu moins de charges factorielles. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Y a-t-il une autre question? Là, on a encore 7 minutes pour la séance. Il faut peut-être payer l'argent pour faire des séances, de longues séances. Donc, je vais rappeler ici que je pose d'abord la question si vous avez suivi toutes les vidéos de la séance passée. Je vous avais envoyé des invitations à vos emails. Est-ce que vous avez reçu ça? Non, professeur. Vous pouvez activer vos micros maintenant, il n'y a plus de problème. Ah, il y a 2 personnes qui ont la main levée, il y a Mabiala et Divin. On commence avec Mabiala. Lui aussi a un problème de micro. Pardon? Téléchargez les vidéos que vous nous envoyez par nos adresses mail. Ah. Vous avez visualisé ça? Nous avons un problème pour télécharger les vidéos que vous nous envoyez par nos adresses mail. Mais pourquoi vous voulez télécharger? Regardez seulement, vous voulez télécharger pourquoi? J'ai vu ça, c'est privé. C'est seulement pour vous regarder sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube seulement. Ce sont des petites vidéos. Il faut visualiser ça. Bon, on aimerait peut-être télécharger pour un approfondissement de tout ce qu'on a fait en pratique pendant la séance. Parce que suivre sur YouTube en permanence, ça demande beaucoup aussi en termes de connexion, quoi. Or, télécharger, ça nous permet de suivre en tout moment pour asseoir suffisamment certains détails. Si vous devez télécharger, ça ne sera plus privé, ça sera, il faut que ça soit public. C'est ça le problème. Là, tout le monde, n'importe qui pourra télécharger ça. Alors que la séance était seulement pour. C'est ça la difficulté. Donc, on a les choix si vous voulez lever le caractère privé. Hein? Donc, on peut toujours. Et Divin a aussi une question, oui. Oui. Divin Toko, je vois la main levée. Est-ce qu'il nous écoute? Professeur, oui, je vous écoute très bien. Allez-y, allez-y. Je vous suis. Oui, allez-y. Oui. Je ne sais pas si vous m'écoutez aussi. Si, mais c'est un peu tremblant, mais on vous écoute. D'accord. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit là où il est, là. En fait, non, ça va. Je ne suis pas. Il n'y a personne là où je suis. Professeur, je vous remercie pour cette mais là, vraiment, c'est difficile d'écouter. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais il s'est moi, personnellement. Oui, moi, je vous entends très bien, professeur. Non, oui, mais vous, on a des difficultés pour vous entendre. Ah bon? Oui. Un peu la voix. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va? Oui, maintenant, ça va. Ok, je disais que merci pour cette idée d'avoir à partager ces cours sur Zoom. Mais il s'est fait que lors des les 2 premières séances, moi personnellement, j'ai eu du mal à accéder à
à cette vidéoconférence. Et même les mails que vous nous avez envoyés, personnellement, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à accéder sur YouTube pour prendre connaissance des vidéos. Alors, ce qui fait que j'ai un peu un problème d'enchaînement logique de la méthodologie. Alors, je me rends compte que ce n'est qu'à peine que la connexion est maintenant favorable pour moi. Alors, je solliciterai votre clémence sur le fait que si nous pouvons, moi ou comme les autres qui sont dans la même situation que moi, avoir le temps de passer encore en revue les 2 premières séances. Et sur base de ça, si nous avons des éventuelles questions à vous soumettre, si nous pouvons ou si vous pouvez nous donner la possibilité de vous le faire parvenir, soit par Zoom encore au cours des prochaines séances, soit d'une autre manière que vous trouverez convenable pour pouvoir nous permettre d'avoir un bon enchaînement logique des choses. Bon, je suis d'accord parce que mon objectif, c'est que vous puissiez apprendre, ce n'est pas autre chose. Mais les vidéos qui sont sur YouTube, il y a 2 possibilités. Alors, comme ces vidéos, c'est comme un TP ou pas, quelque chose de semblable, une façon d'expliciter les contenus du cours avec des applications. Et ceci a été fait pour vous, hein, pas pour les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai rendu cela privé sur YouTube, de telle sorte que chacun de vous puisse avoir accès. Il y a une autre possibilité, c'est peut-être bon, les rendre publics, à moins que vous puissiez donner votre autorisation, je vais le faire. Je peux les rendre publics, comme ça, chacun, n'importe qui pourra télécharger des vidéos partout dans le monde. Hein. Là, c'est votre choix. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est de suivre. Hein. Si bon, c'est simple. Vous pouvez suivre 1 ou 2 fois en prenant note de ce qui est sur la vidéo. Et finalement, ça va quand même. La raison pour laquelle parfois je n'envoie pas les vidéos par WhatsApp, c'est les problèmes de qualité des vidéos. Parce que pour envoyer la vidéo sur WhatsApp, il doit avoir 17 mégas ou quelque chose comme ça. Et je dois compresser ça. En compressant, ça perd la qualité. C'est ça la raison principale pour laquelle je préfère mettre les cours sur YouTube parce que là-bas, je peux mettre même une vidéo d'1 heure, 1h30, hein, selon les capacités que j'ai là-bas. Donc, c'est ça la raison principale donc, pour laquelle je préfère envoyer des vidéos sur YouTube parce que ça ne servira à rien de vous envoyer une vidéo sur WhatsApp et vous ne voyez pas les écrits. La voix, vous ne pas passer, mais les écrits, vous ne voyez pas. Les images brouillées, donc, ce n'est pas intéressant. Donc, vous êtes quand même des grandes personnes, allez-y. Hein? Allez-y, regardez sur la vidéo. Oui, professeur. Oui, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour avoir accepté de pouvoir prendre connaissance de nos éventuelles questions par rapport à tout ce que vous avez dit. Il nous reste 1 minute. Il reste 1 minute pour terminer. Merci, professeur. Voilà. Merci, professeur. Merci. Oui. Merci. Qui a encore Rufus, oui, tu as une question? Oui, professeur. Oui. Je serai rapide pour ne pas prendre trop de temps parce qu'on n'a plus beaucoup de minutes. Il y a un problème avec le lien d'une des vidéos. Je crois que je vais renvoyer le lien dans le groupe. Elle ne passe pas. On ne sait carrément pas lire la vidéo. Et ma deuxième préoccupation, c'est que, bon, il faudrait garder le caractère public, surtout par rapport à ce type de conférence. Caractère privé ou public?